Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Karim Chlebowski qui est cofondateur du cabinet Dynamétrie et ensemble on va parler d'un sujet qui pourrait plaire à tout le monde, qui est comment on arrête de remplir à longueur de journée des tableaux Excel, mais malgré tout qu'on puisse toujours bénéficier de bases de données, de tableaux de bord pour prendre les décisions. Et on va parler de ce sujet-là dans les établissements de santé et peut-être encore plus en particulier dans le médico-social. Avant de commencer, Karim, je te propose de te présenter. Merci Arnaud. Donc, moi c'est Karim, donc je suis effectivement cofondateur d'un cabinet de conseil et d'expertise comptable qui s'appelle Dynamétrie. Donc on a ouvert avec mon partenaire de l'époque, mon associé, qui est toujours mon associé, une structure pour justement accompagner les structures, alors pas que médico-sociales, mais toutes les structures, les organisations, dans leur pilotage de la performance, donc la façon de leur produire des KPI sans devoir souffrir, entre guillemets, sans devoir triturer des données dans tous les sens, dans des Excel bien souvent. Donc l'idée est simple, c'est plutôt de se connecter à des bases de données et automatiquement de faire ressortir tous les indicateurs pertinents d'une organisation. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler aussi sur des données de santé, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Ouais, on se connaît quand même plutôt bien parce qu'on a fait une partie de nos études ensemble et puis on a travaillé ensemble. Moi, j'étais un de tes clients au tout début sur un sujet de maison de retraite. Mon sujet habituel, c'est comment on traite les données d'appel malade. Donc, on avait automatisé des tableaux de bord pour justement savoir avoir les délais en fait quasi en temps réel. Et puis à l'époque, on avait aussi beaucoup travaillé sur un dispositif qui s'appelait l'étude nationale des coûts et pour lequel tu nous avais mis en place un système donc, qui permettait aux équipes de tracer directement dans une application en fait les données. Et puis nous, au niveau de la direction, au niveau de l'équipe d'encadrement, on avait accès à un tableau de bord et on voyait les données s'afficher en temps réel, donc ce qui nous permettait à la fois d'avoir des infos intéressantes, mais surtout d'être ultra réactif sur la gestion des événements, de repérer tout de suite une problématique. Toi, parce que la discussion qu'on a pu avoir, c'est qu'aujourd'hui dans les établissements, moi pendant longtemps, j'ai rempli des tableaux Excel à la main, et qui en fait ne servaient pas à grand chose et qui me prenaient parfois une partie de ma journée. Est-ce que toi qui vois un périmètre beaucoup plus large, comment ça se passe en France dans les autres organisations? En gros, qu'est-ce qui fait qu'on remplit trop de tableaux Excel et comment on peut en sortir, quoi? Aujourd'hui, les études convergent vers le même postulat, c'est-à-dire que dans les organisations, au sens large du terme, certaines personnes passent un temps incroyable à produire des tableaux et à saisir de l'information qui vient de tel et tel système pour finalement réconcilier une situation. Voilà, j'ai besoin d'une information métier, je vais dans un système d'information métier, un logiciel métier, j'ai besoin d'une information qui provient de la comptabilité ou d'un outil X ou Y. Donc tout ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage. Et au final, le risque d'erreur est quand même assez important. Donc nous, en fait, notre postulat, c'est d'automatiser toute cette chaîne-là, grâce à des systèmes évidemment pertinents, grâce à des outils puissants. On va être en capacité de faire ce qu'on fait dans les grosses boîtes, en fait, mais dans des organisations beaucoup plus petites, et de pouvoir connecter toutes ces informations-là, de façon à ressortir des KPI. Et ça permet
de réduire considérablement un temps que nous on estime sans trop de valeur ajoutée, parce que finalement saisir de l'information et faire des tableaux Excel, alors certes ça nécessite une compétence, mais faire la même chose tous les jours, ça devient lourd, une charge mentale s'installe. Donc nous on s'est vraiment positionné en tant que partenaire technique, hein, mais aussi métier, puisqu'on est quand même expert comptable au départ, pour faciliter toute cette chaîne-là. Alors tu parlais de l'ENC tout à l'heure, d'Études nationales des coûts, alors là c'est aussi une autre partie de l'activité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut arriver à une situation où l'information n'est pas disponible dans les systèmes existants. Ouais. Donc il faut pouvoir la produire, mais la gérer efficacement, la manager efficacement. Alors les Excel, c'est trop agile. Imaginez de demander à des infirmières, à des aides-soignants de passer dans toutes les chambres avec leur Excel. Alors sur leur téléphone, je vous laisse imaginer la difficulté que ça peut être. Donc nous, on a justement à l'époque, c'est pour ça que tu nous avais sollicité, on était intervenu et on avait créé de façon finalement très simple, hein, une application métier qui permettait à toutes les personnes équipées d'un smartphone de pouvoir saisir l'information. Alors à l'époque, il fallait, alors c'était un formulaire qui était très simple, hein, mais qui permettait à toi, en tant que directeur, d'avoir une information en live, c'est-à-dire à chaque fois que la saisie, qu'une personne allait dans une chambre pour dire j'ai passé X temps avec cette personne pour parler de tel sujet, on voyait l'information remonter dans les tableaux de bord et on pouvait, du coup, c'est un système d'aide à la décision finalement, hein, ça permet de prendre une décision et d'arbitrer, d'orienter, de conseiller telle ou telle orientation dans un métier particulier. Donc là, en l'occurrence, dans le métier de directeur d'EHPAD. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai un souvenir là-dessus déjà, l'étude nationale des coûts demandait une évaluation sur toute la semaine du temps passé auprès de chaque résident et à peu près pour quelle action. Donc c'était, est-ce que c'est une question de soins, est-ce que c'est une question plutôt d'hébergement ou d'accompagnement du quotidien. Et l'enjeu, c'était d'avoir des données fiables d'abord, donc il fallait que tout le monde réponde. Et ce qui était super intéressant, c'était de voir le matin, le fait d'avoir les données qui s'implémentent, qui se remplissent en temps réel, ça nous permettait de voir qui était connecté, qui avait été chercher sa tablette sur laquelle il y avait le logiciel de soins et avait su se connecter ou avait pas oublié de mettre en route l'application, avait pas oublié de commencer à coter en fait ses soins. Et j'ai un souvenir sur l'aide à la décision, en tout cas plutôt pour se rassurer, c'était une famille qui nous reprochait de ne pas faire assez pour leurs proches. Et en regardant les données qu'on avait à ce moment-là, c'était tombé sur une semaine où on faisait l'évaluation et en fait on se rendait compte que la personne bénéficiait du double de temps que la deuxième personne qui a le maximum de temps. Je crois qu'on était sur un truc où en fait on se rendait compte que chaque jour, même chaque matin, parce qu'on pouvait distinguer le matin et l'après-midi, on avait des soignants pendant 1 heure auprès de cette résidente-là, quand le deuxième résident qui avait le plus de temps, c'était 1 demi-heure. Et du coup, quand on a une famille qui nous dit vous faites rien, vous avez abandonné mon proche, et qu'on a ces données-là, c'est super intéressant parce que ça permet quand même de relativiser les choses et de se rendre compte que le problème il n'est pas sur le temps passé, il est sur la perception de la famille. Mais ça, sans ces données-là, on se retrouve un peu coincé parce qu'on n'a pas d'éléments de réponse. Alors, je rajouterais aussi que on a un gage de confiance aussi, parce qu'évidemment c'est de l'informatique, donc on parle de métadonnées, donc c'est un mot un peu barbare. Mais ça veut dire que on a l'assurance que l'information a bien été saisie par telle personne à telle heure, voire à tel endroit, ce que ne peut pas faire un Excel finalement. Donc le sujet du podcast, c'est c'est arrêter de remplir des tableaux Excel. Avec les tableaux Excel dans tous les sens. Alors Excel est un outil formidable, hein, on ne va pas faire son procès aujourd'hui, mais c'est un outil qui doit être utilisé pour analyser des données et en aucun cas pour saisir de la donnée à tout va. Parce qu'elle n'est pas sécurisée, elle n'est pas managée, elle n'est pas gouvernée, donc elle n'a pas finalement une portée si pertinente que ça. Utilisons les bons outils à bon escient pour avoir des résultats et évidemment faciliter la décision.
C'est clair. Et au-delà de la décision, moi je vois un intérêt aussi, c'est la dimension management. Alors, est-ce que toi tu vois à travers les entreprises que vous accompagnez, en quoi ça peut être un outil aussi, en plus de l'aide à la décision, mais aussi un outil de management? J'entends ça par exemple dans le fait de disposer en fait de données fiables, précises à tout moment. Et finalement, tu vois, si tu manages une équipe, parfois, tu as toujours des questions d'interprétation. Pour certains, c'est fait, pour certains, c'est pas fait. On va jouer un petit peu sur les mots. À partir du moment où tu arrives à chiffrer les choses et à avoir des données en temps réel, tu te retrouves dans une situation où, en fait, tu disposes de la vérité. Tu parles souvent de vérité, mais est-ce que toi, tu as vu des choses où, ben, au niveau du management, ça a changé les... Bah, en fait, on est souvent surpris parce qu'on a des idées reçues sur beaucoup de choses, hein. Ça fait partie de la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Mais le fait d'avoir des données sonnantes et trébuchantes peut permettre évidemment à un arbitrage, une orientation. Typiquement, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de présenter un reporting, hein, dans une organisation où on se dit bah, je savais pas qu'on était par exemple pas rentable sur ce produit-là ou sur ce service-là. Ou par exemple, dans un établissement, dans une agence, bah, j'ai plus de salariés, mais moins d'efficacité. Ouais. Ou le contrôle des coûts. Je me rends compte que finalement, et ça on peut le faire grâce à de la comparaison d'un établissement à un autre. Alors l'objectif c'est pas de tout rationaliser ou d'optimiser, hein. Il peut y avoir des explications évidemment. Mais en tout cas, les données ne trompent pas, sauf quand elles sont mal saisies ou pas saisies. Mais Ouais. les données sont les données. Donc ensuite, évidemment, il s'agit de créer les bons reports, enfin les bons métriques, hein, les bons KPI, pour se donner une idée claire, précise, et enfin avoir un levier d'action. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La notion d'interprétation de nombre de personnes, parce que là, on est plutôt sur la logique d'activité. Dans les établissements, c'est plus compliqué, mais tu vois, par rapport à de la vente, en fait, où tu as le résultat, là, on est moins sur cette notion de vente, en fait, qui va permettre de voir ben, un flux de stock et tout ça. Par contre, moi, souvent, j'ai été confronté à des équipes qui nous disent on n'est pas assez, en gros, on est en sous-effectif. Sauf que le sous-effectif, il est plutôt perçu, mais c'est pas forcément vrai. Et où parfois, on va être en mesure de... Enfin, la réponse un peu brutale de la direction, c'est bah oui, mais il manque des résidents, il y a des chambres qui sont dispo, donc en fait, vous avez moins de travail, donc ça compense. Ou alors, on a un niveau de charge en soins qui est inférieur. Et du coup, souvent, ça va cristalliser une forme de rancœur parce qu'on est dans un dialogue de sourds où d'un côté, tu vas avoir une équipe qui va dire bah voilà là ça va pas c'est pas possible et puis une direction qui dit bah si c'est possible. Est-ce que je sais pas c'est possible par exemple ou comment on pourrait faire pour essayer de tu vois d'objectiver en fait une charge de travail et de du coup être capable de dire bah là on est en phase ou on n'est pas en phase quoi. C'est possible ou c'est pas utile. Ce qui pourrait être ensuite pour les établissements un vrai outil de négociation sur quel est l'effectif vraiment nécessaire. Ça rejoint un petit peu l'étude des coûts dans lequel on se rend compte à la fin que bah, soit il y a beaucoup de monde par rapport au temps passé auprès du résident, ce qui peut poser des questions d'organisation, ou alors bah, il y a un temps très faible, quasi impossible. Tu vois, moi j'ai vu dans un établissement il y a quelques mois, en fait, on se rend compte que pour accompagner les résidents le soir, pour aller en gros coucher tout le monde, les soignants disposent de 3 minutes par résident. Les équipes eux-mêmes expliquent que ben, c'est pas possible et qu'on est dans du lancer de malade, tu vois, parce que ça va trop vite. Comment on peut aller sur ces informations-là et comment on peut donner aux managers en fait, des informations précises? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que c'est possible? Nous, on est très binaire finalement. Les chiffres sont les chiffres. Maintenant, effectivement, la comparaison de ces chiffres entre établissements est à prendre quand même avec des pincettes. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un humain derrière pour interpréter les chiffres. En tout cas, je le pense. Et peut-être que c'est un souci de management. Peut-être que les fiches de poste sont peut-être pas suffisamment
étayé d'un établissement à un autre, et ça se ressent sur les chiffres. On a peut-être une performance. Moi, je fais de la performance, alors j'aime pas trop parler de performance quand il y a de l'humain. Bah, dans la santé, ouais, c'est compliqué, mais C'est un mot un on petit y est quand peu même. galvaudé, mais effectivement, il y a quand même des KPI, comme dans toutes les organisations, parce que pour que ça marche bien, pour que tout le monde vive, entre guillemets, sereinement, bah, il faut qu'il y ait quand même la possibilité de mesurer les choses. Donc, nous, on facilite cette mesure, ce retour, entre guillemets, terrain. Maintenant, c'est difficile de répondre à cette question par des chiffres, euh, mais en tout cas, on peut toujours dire d'un établissement à un autre, voilà, ou peut-être se positionner et regarder un petit peu ce qui va bien dans un établissement pour essayer de le dupliquer dans un autre établissement grâce aux chiffres. Ouais, ça c'est même à l'échelle d'un groupe, pouvoir croiser des informations, c'est clair. Je pense à un autre sujet, du coup très concret aussi, peut-être plus concret au niveau du chiffre, c'est des équipes qui vont parfois, il peut y avoir des conflits parce que l'équipe a le sentiment qu'il y a une injustice dans le planning. Le planning dans les établissements, c'est un sujet plus que J'imagine. central. Voilà, c'est l'alpha et l'oméga presque le planning. Euh, et parfois, certains, combien de fois on m'a dit même, mais il y a un problème, c'est pas juste, ça va pas parce que je fais plus d'après-midi qu'un tel, je travaille plus de dimanche après-midi donc ça va pas. Sauf que les gens regardaient le planning du mois, mais en fait sur un cycle de 28 jours. Mhm. Ce qui fait qu'en fait, en fonction du roulement, ça va pas. Et moi, mon rêve, ça aurait été de dire, bah oui, mais regardez, sur une période plus large, en fait, la vérité, c'est que vous en avez fait moins. Mhm. Que, ok, ce mois-ci, ça change, mais sur les 3 mois précédents, on n'est pas là-dessus. Et c'est humain, on va avoir toujours tendance à regarder ou à voir un peu ce qui nous arrange et à oublier un peu le reste. Et pouvoir remettre en perspective, c'est intéressant. Est-ce que ça, par exemple, ça fait partie des choses qui sont possibles avec des outils qui permettent d'automatiser Ah, bien sûr, à partir du moment où il y a une donnée, euh, il y a forcément la possibilité de remonter l'information et de la rendre dynamique surtout. C'est-à-dire que ce que tu viens d'évoquer, ça m'a fait sourire parce que c'est le cas aussi dans d'autres organisations que dans le médico-social, hein, très clairement. Ouais, quand il y a du planning, quoi. Donc à partir du moment où on se fixe sur la base de données sous-jacente, parce qu'il y a une base de données dans tous les logiciels et tous les outils, hein, c'est la base, hein, j'ai envie de dire. On peut se positionner, se fixer sur cette base de données et remonter toutes les informations. Quid de la question de la transparence, laisser la possibilité aux parties prenantes, aux salariés, de pouvoir observer ces éléments-là peut aussi être une bonne chose. Ça permet à tout à chacun d'aller filtrer, d'aller voir sur l'année, le mois, le trimestre, le semestre, combien d'après-midi, combien de soirées, combien de matins j'ai pu faire, et voilà, en toute transparence. Maintenant, bien sûr que tout ne peut pas être parfaitement identique d'une personne à une autre ou d'une période à une autre. Mais en tout cas, la démarche peut être intéressante. Mais pour répondre à ta question, très clairement, oui. À partir du moment où il y a une donnée, on est en capacité de la remonter à travers des KPI ou des indicateurs. Ouais. Et c'est automatique parce que ce qui va se passer souvent, si on veut l'information, en gros, il faut aller presque compter à la main, quoi. Imprimer une feuille et puis compter. Ou Exactement, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure au début du podcast, c'est qu'on va justement automatiser toute cette chaîne, on va permettre d'avoir l'information tout de suite. Ça va éviter de demander à quelqu'un d'aller faire des exports dans tous les sens, de les croiser, d'envoyer un fichier, de l'imprimer. Enfin, vous voyez, on perd un temps assez considérable que là, tout est disponible sur des plateformes où on se connecte, où c'est sécurisé, où chacun a un accès différent en fonction de qui il est. Je vais prendre l'exemple d'un reporting qu'on a pu faire dans un EHPAD, où on avait même des accessibilités pour la cuisine, où ils avaient accès justement à leurs informations sans nécessairement avoir accès à des informations plus sensibles. Voilà, et sans maintenance particulière, enfin en tout cas sans maintenance différente. Donc ça fait gagner de l'efficacité, ça permet d'avoir de la visibilité, forcément une prise de décision beaucoup plus éclairée, et évidemment à la fin une charge mentale moindre et une sérénité plus importante.
Oui, et puis s'appuyer sur des données précises. Est-ce que parfois ça peut être vécu le fait d'aller sur les données un peu comme une forme de flicage? Est-ce que tu ressens ça parfois dans des établissements ou des groupes, te dire Non, parce que quand on explique bien la démarche, c'est généralement bien compris. On comprend aisément qu'il faut avoir des informations pour piloter une organisation. On ne peut pas piloter au feeling. À chaque fois, bien sûr qu'il y a des choses qui se font au feeling, et heureusement. Mais l'organisation doit être quand même quelque chose de rigoureux, où on doit avoir l'information pour justement éviter que les uns et les autres soient lésés. Donc non, quand on explique bien la démarche, de toute façon, ça existe depuis des années et des années. C'est juste que là, on va rendre l'affaire beaucoup moins douloureuse et chronophage pour l'organisation, et une information qui sera disponible beaucoup plus rapidement. Donc non, j'ai pas ressenti ça, en tout cas, enfin je l'ai ouais, quasiment jamais ressenti, ok. cette histoire de flicage. Et au niveau du contrôleur de gestion, peut-être, parce que c'est un peu ça l'idée, hein, celui qui gère les données, qui va fournir en fait et entretenir la gestion de la donnée, le reporting, le tableau de bord. Comment ça se passe? Est-ce qu'on passe du contrôleur de gestion Non, pas nécessairement. Le contrôleur de gestion peut être hyper intéressant parce qu'il est là tous les jours. Donc ça, c'est quand même c'est un humain aussi, donc il faut le noter. Donc il y a des interactions aussi qui peuvent se faire, et puis le contrôleur de gestion peut s'appuyer sur ces outils-là. Justement, il faut qu'il s'appuie sur ces outils-là pour délivrer plus vite, mieux, et se concentrer sur ce qui a de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, automatiser des rapports, ça n'a pas de valeur ajoutée. C'est pour ça qu'il faut laisser quelque part les machines le faire. Par contre, le contrôleur de gestion, ou en tout cas la personne qui fait office de contrôleur de gestion dans l'organisation, peut se concentrer sur les vrais problèmes et essayer de les résoudre. Ouais, c'est là où ça devient intéressant et où même euh, on va pouvoir aller chercher en fait parce que c'est un investissement, mais qui va pouvoir être en fait rentable dans le temps si on règle les problématiques. Oui, puis c'est des investissements qui sont relativement peu onéreux. Aujourd'hui, bon, grâce à la technologie, grâce à l'expérience qu'on a pu accumuler, on est capable de mettre en place ces systèmes d'information à la décision, finalement, pour des budgets relativement modestes. On ne parle plus de projets à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui était le cas avant dans ce genre de système. Aujourd'hui, on est en capacité de délivrer des informations et tout un système décisionnel pour une somme relativement modeste. Ok. Je me pose une question un peu technique, mais du coup, en fait, c'est comment ça marche de mon côté un peu Alors, geek qui dit c'est ok, assez simple finalement, c'est se connecter à une base de données. Alors, se connecter à une base de données, il y a divers moyens de le faire, hein. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez simple. Il faut avoir la possibilité de se connecter à une base de données. Évidemment, c'est des choses qui sont sécurisées, donc ça nécessite quand même de travailler avec l'éditeur en question ou l'intégrateur. On peut récupérer des données d'autres façons, par des exports automatiques par exemple, qui peuvent aussi jouer leur jeu, ou par des exports manuels, même si on préfère éviter, parce qu'à partir du moment où il y a une tâche manuelle, finalement, bon, on gâche un petit peu le process. Donc se connecter à une base de données, rien de plus simple, hein. Il suffit déjà d'y avoir le droit. Ensuite, on va retraiter l'information. Donc là, on commence à faire du code, mais avant tout ça, évidemment, on va cadrer le projet avec les décideurs, hein, avec le copil, comme on peut l'appeler. Donc nous, on va proposer évidemment des indicateurs, une façon de voir les choses, une maquette. Et ensuite, on va développer ça avec nos ingénieurs qui vont retraiter l'information, qui vont la modéliser, qui vont la croiser avec les différents systèmes d'information, et qui vont ensuite créer les indicateurs qui vont bien derrière, et justement créer les groupes d'utilisateurs avec les différents niveaux d'autorisation. On n'est pas obligé de montrer toute l'information à tout le monde, évidemment, c'est partitionnable et ça se fait relativement aisément. L'avantage aussi, c'est que ces systèmes-là permettent aussi
contrôleur de gestion, s'il en existe un, hein, de prendre la main et de créer des indicateurs, des nouveaux rapports sur la base de ce qui a été finalement développé. Mais cette fois-ci, sans possibilité d'erreur, puisque les mesures auront été badgées, elles auront été validées finalement. Et il suffit d'aller les rapatrier, ce qu'on appelle en anglais du drag and drop, c'est-à-dire je prends l'information, je la fixe sur un tableau et je la croise avec une autre information. Donc ça devient un jeu d'enfant, on parle nous de gamification. Ouais, c'est clair. Et puis surtout plus sympa qu'aller remplir des tableaux Excel pour lesquels on sait même plus. Oui, puis Excel n'est surtout pas un outil de data visualisation, hein. C'est un outil d'analyse de données qu'on utilise à toutes les sauces parce que assez facile et assez agile, mais en réalité, il est très difficile de faire des beaux tableaux de bord sur Excel. Puis comment vous le partagez ensuite? Vous êtes obligé d'envoyer l'Excel avec toutes les données sous-jacentes, bien souvent. Que là, on est sur des reportings où on protège la donnée sous-jacente. C'est pas pareil d'avoir accès à un camembert qui va nous donner la répartition d'une séquence de coûts ou de recettes que d'avoir le détail du détail de ces lignes-là. Ouais. À l'époque, alors on était en 2019. Pardon. Ça se présentait sous forme d'un tableau, enfin c'était des graphiques sur une page web en fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres options? Est-ce que c'est toujours comme ça? Alors, c'est à partir du moment où on parle de web, tu as raison, les informations sont dans un cloud sécurisé, chez un acteur mondial, hein, évidemment. Ces informations sont disponibles aussi sur d'autres éléments qu'un ordinateur. Elles sont disponibles sur un téléphone portable, sur une tablette, sur tout un tas d'informations, sur tout un tas de devices, hein, d'objets entre guillemets. Et c'est ça qui rend aussi l'expérience assez intéressante, c'est que les personnes peuvent aller consulter ces rapports un peu où ils veulent, quand ils veulent. Ouais, accessible tout le temps. Tout le temps. Ok. J'ai deux questions qui sont venues en même temps, mais tu as dit data visualisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la faculté de montrer une information de façon jolie, pertinente, avec un parcours utilisateur, ce qu'on appelle de l'UI, l'UX, hein, donc une façon de consommer, d'observer l'information de façon beaucoup plus percutante. Un tableau Excel, par exemple, c'est pas top, c'est pas idéal. Avoir des couleurs, avoir une profondeur, avoir des visuels dynamiques, Ouais. ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans la façon dont je vais comprendre l'information. Donc c'est ça qu'on appelle de la data visualisation. Ok, par exemple, repérer des écarts avec Excel, en fait, on va être sur du rouge, du vert en général, une mise en forme Ouais. conditionnelle. Là, on va pouvoir aller plus loin. Par exemple, on va pouvoir afficher une région, un ensemble de régions, un pays avec les différents établissements, et puis avoir une représentation, une saturation de couleurs, une taille d'ellipse qui va nous donner telle ou telle information sur telle ou telle région ou établissement, par exemple. Beaucoup plus visuel qu'un Ouais. tableau. Ok. Alors, j'allais dire, à partir de quand ça devient intéressant, parce que nous, on était sur un établissement, mono-établissement. Finalement, la notion du suivi budgétaire, même si moi, je galérais à avoir du reporting, parce que je touchais pas du tout à la compta, donc je voyais pas enfin, en validant en fait des dépenses, mais finalement, ça donne pas une vue globale. Et j'avais on va dire, des tableaux de synthèse au trimestre, les bons trimestres. Sinon, c'était plutôt une fois tous les 6 mois. Et la problématique d'une fois tous les 6 mois, c'est que bah, du coup, une fois qu'on a dépassé et qu'on est un peu dans le rouge, il est un peu trop tard. Néanmoins, on avait quand même, en étant sur un seul établissement, les pieds sur terre. Et la conclusion, c'était que c'était pas forcément ultra pertinent de lancer un projet de programmation autour de ça. Pour toi, à partir de quand, au niveau de tes clients, au niveau des établissements, des entreprises que tu accompagnes, à partir de quel moment, quelle taille critique devient intéressante? À partir du moment où on est plusieurs établissements, alors là je vais plutôt donner mon avis sur la partie médico-sociale, je prends l'exemple d'EHPAD par exemple, ou de centres sociaux divers et variés.
Euh, je pense que ça devient vraiment intéressant quand on gère plusieurs unités. Voilà, je vais prendre un exemple. Quand on gère 10, 15, 20 établissements, ça devient primordial de pouvoir piloter ces informations-là et de contrôler ce qui s'y passe. Tu as raison, aller voir ces informations-là une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois, c'est hyper dangereux. Puisque on peut être pris de vitesse, on peut être saisi et Ouais, puis c'est trop finalement tard, quoi. c'est trop tard pour Mm. réagir. Donc il faut avoir ces informations-là régulièrement, au moins une fois par mois. C'est un minimum. Ouais, c'est clair, pour réagir le plus vite possible, quoi. Même si je pense que, alors sur les données financières c'est un peu différent, mais sur les données opérationnelles ça doit être tous les jours pour moi. Tous Ouais. les jours on doit aller checker, on doit aller se poser un petit instant, se vider la tête et prendre du recul à travers ces chiffres-là. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant, la notion de pilotage, parce que ça me fait vraiment penser au monitoring, tu vois, d'un patient à l'hôpital qui a, alors c'est peut-être moins joyeux, mais quelques sondes, tu vois, sur lui, voilà, la saturation, le truc et tout ça. Mais en fait, c'est vrai qu'on va checker en temps réel les données et qu'on va avoir un système d'alerte, en fait, en disant, tu C'est vois, ça. t'imagines la série. Nous, notre époque, c'était Urgence, mais ça peut être plein d'autres, tu vois. Mais le truc qui commence à sonner en disant attention, il y a ça, et tout le monde qui arrive tout de suite pour s'en occuper. Aujourd'hui, on a un établissement, et puis ben, souvent on attend un petit peu pas la catastrophe, mais qu'il y a un problème pour se dire merde, j'ai un problème, Mhm. pourquoi, les causes, et on traite après. Alors qu'en fait, on aurait la possibilité d'anticiper. Tu as dit métadonnées, moi j'entends aussi parfois la notion de signaux faibles, c'est-à-dire de petites informations qui payent pas de mine, mais quand on les met bout à bout, tu vois, c'était exactement un peu le Covid. Tu sens que ça commence à venir, tu sais que ça va bientôt Mhm. péter, quoi. Et du coup, tu peux anticiper. C'est comment on arrive à mettre en place ce genre de système dans les établissements. Et ça pourrait, et puis, en fait, ça devrait être comme ça même à l'hôpital, quoi. Les données nous donnent ces informations-là, c'est Mm. juste qu'il faut les traiter correctement, les remonter régulièrement et effectivement adjoindre des alertes quand on décide qu'un seuil est franchi. Ouais, c'est ça. Et forcément, les données tournent tous les jours, donc on est vite prévenu quand il y a une contrainte ou un irritant qui arrive. Et à ton avis, pourquoi ça existe, pourquoi c'est pas aussi répandu que ça, pourquoi c'est pas la norme en fait? Pourquoi aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est un truc, enfin moi j'aborde ça plutôt comme un sujet ultra innovant, alors qu'en fait ça devrait être Je suis d'accord juste avec toi. normal. Je suis d'accord avec toi. C'est assez étonnant effectivement que très peu d'organisations soient équipées de ces outils-là aujourd'hui. Alors, plusieurs choses. Déjà, il y a déjà un facteur culturel. On est quand même une société plutôt latine où les datas ne sont pas au même niveau de maturité que dans les pays anglo-saxons. Ça, c'est un fait. Il y a aussi les compétences. Mm. Ce sont quand même des nouveaux outils, des technologies relativement modernes, même si l'analyse de données ne date pas d'hier. Mais il faut être en capacité de remonter très vite l'information. Aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup d'organisations, un seul outil existe et perdure, c'est Excel. Sauf Ouais. que Excel, malheureusement, a beaucoup de contraintes. C'est un outil qu'on appelle standalone, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire qu'il est difficilement partageable, la collaboration est difficile. C'est plutôt assez moche comme outil, donc faire de la visualisation sur un Excel, c'est souvent difficile, souvent anxiogène. Donc il y a aussi un facteur technologique, un facteur culturel, un facteur technologique et aussi un facteur de compétence. Aujourd'hui, tous les cabinets de conseil ou d'expertise comptable ne sont pas au fait et ne sont pas encore formés pour accompagner leurs clients là-dedans. Alors moi, j'ai la chance de former au niveau de l'ordre des experts comptables les experts comptables à ce genre de technologie. Donc on y vient. Donc ça c'est très bien. Ça veut dire que dans quelques temps, les experts comptables seront en capacité d'utiliser ces nouvelles technologies décisionnelles pour aider, permettre à leurs clients d'avoir de la visibilité. Mais effectivement, c'est encore un petit peu long. On est encore dans une phase
encore de préparation, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un petit peu les conclusions que moi je peux en tirer. Mais je suis convaincu que dans les prochaines années, on aura une offre qui sera beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on est encore sur des offres assez mineures. Ouais. Ok. Alors peut-être pour conclure, comment on peut, si on veut mettre en place un système de reporting, d'automatisation, si on veut arrêter de remplir des tableaux Excel, mais qu'on veut avoir un tableau de bord qui soit finalement complété automatiquement presque avant qu'on en ait besoin, en fait, d'aller chercher les données, comment on peut te solliciter? Alors moi, je suis disponible sur LinkedIn. Je pense que tu pourras aussi Ouais. transmettre mes coordonnées. Et évidemment, je serai ravi de pouvoir discuter avec vous autour de ces sujets qui me passionnent, hein, évidemment, moi et surtout mes équipes, de façon à ce qu'on puisse enfin, accompagner les organisations de la meilleure des façons. Cool. Eh ben, merci à toi. Et puis, Merci à toi pour ce podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.